Bienvenue au podcast Vue d'en haut, une présentation Drone Expert. Je me présente Emma Cadieux et ma collègue Sarah Lebac, ici au marketing. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on est le centre d'expertise en drone à Québec. À chaque semaine, on va recevoir des experts dans le domaine du drone, puis ils vont pouvoir partager avec vous leurs connaissances. Bon podcast! Bon podcast! Bonjour à tous, bienvenue au podcast pour notre tout premier épisode sur l'introduction des drones au service des entreprises. La raison derrière la thématique aujourd'hui est simple. En fait, quand on pense drone, on pense vraiment à la captation d'images ou de vidéos au chalet ou même en vacances, quand la réalité, c'est que dans les dernières 10 ans, on a vraiment vu une évolution des drones au sein du marché du travail. Donc, sans plus tarder, notre invité d'aujourd'hui, David, je te laisse te présenter. Bien, bonjour, dans le fond, moi c'est David Bibeau, donc je suis représentant au développement des affaires depuis 4 ans chez Drone Expert. Puis je travaille avec beaucoup d'entreprises, de ministères, d'entités publiques. Ça fait 4 ans que je travaille chez Drone Expert dans le développement des solutions pour les compagnies d'arpentage, les compagnies de génie civil, les compagnies qui font de l'inspection aussi pour l'électricité. Donc, c'est ça, j'ai un bon knowledge de plein d'utilisations des drones. Là, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Ça faisait combien de temps que tu étais chez Drone Expert? 4 ans. Puis ton évolution au centre d'entreprise, ça ressemble à quoi? Ben écoute, moi je suis rentré chez Drone Expert en tant que stagiaire. Donc, je finissais un cours de vente à l'école de Québec, l'école de vente de Québec. Puis, en fait, j'ai démarré comme simple stagiaire, à apprendre le métier un peu. J'ai toujours été passionné par les technologies. J'ai toujours voulu travailler avec des technologies novatrices. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les ordinateurs, les petites voitures téléguidées, ces genres de choses-là. Donc, c'est sûr que d'avoir la chance d'aller faire un stage dans une entreprise qui vend des drones, que je connaissais rien du tout, je trouvais ça fascinant. Je trouvais que ça venait aussi me challenger parce que je connaissais rien du tout de ce monde-là. Et puis donc j'ai commencé, après ça je me suis fait engager, puis depuis le temps, je gravis tranquillement les échelons, puis là je suis rendu représentant senior, là, donc c'est ça. Félicitations pour ton évolution. Merci. Écoute David, on va y aller à la base. C'est quoi un drone? C'est ça. Un drone, on va le catégoriser par un véhicule aérien sans pilote. Donc, tout ce qui peut être, même des avions téléguidés, techniquement, on pourrait le catégoriser comme un peu un drone. Quoique c'est différent un petit peu dans ce cas-ci. Mais principalement, on va les retrouver comme des quadricoptères. Donc, en fait, là, la majorité des gens, quand on pense à un drone, on pense à un petit équipement, ou plus gros aussi, qui va avoir généralement 4 hélices. Puis, il y a différents aussi de catégories de drones. Donc, on va avoir des hexacoptères, où est-ce qu'on va avoir 6 moteurs, des octocoptères, où est-ce qu'on va avoir 8 moteurs. On va également avoir des ailes volantes et puis d'autres solutions, là. Donc, c'est principalement ça, le drone. On va le voir comme un véhicule. Puis, souvent, ça va être accompagné d'une caméra qui va permettre de prendre des images. Ou, dans d'autres besoins, dans d'autres scénarios, on va mettre d'autres types de capteurs aussi qu'on va pouvoir intégrer sur le drone. Super. Puis d'après ce que je comprends, on les différencie un petit peu en 2 catégories. Oui, exact. 2 principales catégories, là, si je pourrais dire. Donc, on va avoir les drones de catégorie jouets, là, donc les moins de 250 grammes. Donc, ça va être les appareils que monsieur, madame, tout le monde peut arriver puis acheter. Pas besoin de faire de licence pour avoir en fait la certification pour opérer le drone. Donc, c'est considéré justement comme des jouets. Puis au Canada, c'est vraiment le poids qui est prévalent sur justement les catégories d'appareils. Puis après ça, on va avoir les appareils qui sont plus de 250 grammes, qui serait comme la 2e catégorie. Puis techniquement, on en a une 3e qui sont en haut de 25 kg, mais on ne rentrera pas nécessairement là-dedans maintenant. Là. Super. Écoute, si on peut y aller un petit peu avec un historique des drones, ça fait combien de temps que c'est là? Techniquement, dans l'histoire, le premier drone qui a été volé, c'était en 1917. C'était un équipement militaire, donc c'est sûr que là, on n'est pas du tout à même endroit. Si je reprends, avant 2010, les drones, ça a commencé à exister, mais c'était beaucoup plus des équipements que les gens faisaient dans leur garage. C'était du homemade, c'était des gens là, qui étaient un petit peu taponneux, qui venaient puis qui achetaient des pièces sur Internet, montaient leurs équipements, puis ils avaient tout le côté de monter son drone, c'était quasiment autant de travail que
que de le piloter. En 2013, après ça, ben, il y a eu DJI qui est arrivé quand même avec un produit qui est un peu devenu mythique dans le marché, donc le Phantom, donc qui était le premier drone, qui avait vraiment une allure un peu plus des drones qu'on voit aujourd'hui, donc comme un peu le modèle qu'on a ici. Donc le Phantom là, venait avec une caméra intégrée, puis là, ben, DJI tranquillement leur pris beaucoup de marché, puis il y a eu d'autres compagnies aussi qui sont arrivées au fil du temps là, également. Super. Écoute, le podcast aujourd'hui, c'est vraiment pour les drones services entreprises. Si tu veux y aller un petit peu dans les applications que les drones peuvent faire, justement, dans tout plein d'industries. On peut être là pour un bout, mais grosso modo, je vais essayer de le catégoriser rapidement, mais en prenant le temps de vous expliquer vraiment un peu c'est quoi l'historique aussi de tout ça. Fait que, principalement, il faut comprendre que les drones, quand ils ont commencé à arriver sur le marché, c'était principalement des caméras, caméra RGB qu'on appelle là, dans le jargon pour être certain de les différencier des autres modèles. Donc, quand on dit RGB, c'est une caméra qui est standard, donc une caméra comme un Kodak ou une caméra de téléphone. Donc, principalement, les drones avaient cette caméra-là intégrée. Les premières applications qu'on a vues des caméras par drone qui ont été utilisées pour des applications industrielles, si on peut dire, c'est ce qu'on appelle la photogrammétrie. Donc, ça, c'était des techniques qui étaient déjà utilisées par avion, principalement. Donc, en fait, les compagnies là, pourraient payer des centaines de millions de dollars là, pour faire des relevés d'images de grande superficie. Mais ce qui arrivait, c'est que souvent, il y avait des plus petits projets, puis ça aurait été intéressant d'avoir des cartes d'un endroit pour faire du développement urbain, de l'inspection, des choses comme ça. Donc, on a commencé à voir de l'utilisation de la photogrammétrie, qui a été une des premières démocratisations d'utilisation des drones. Bon, en omettant, bien évidemment, de parler de la photo-vidéo, là, qui était quand même, bon, dans les débuts, c'était quand même vraiment là, le plus gros marché, si on peut dire. Donc, tout ce qui était le cinéma, les séries télé, bon, les documentaires, beaucoup d'images de drones qu'on va retrouver dans il y a de ça quelques années aussi. C'était beaucoup moins cher que d'avoir un hélicoptère. Mais la qualité des caméras n'était pas encore au rendez-vous. Là. On a eu beaucoup d'améliorations là-dedans. Fait que photogrammétrie a été une des premières utilisations. Par la suite, l'inspection, bien évidemment, ça revient un peu à la source du fait qu'on a la caméra RGB. Fait que les gens avaient une caméra entre les mains qui pouvait lever de terre. Donc, c'est sûr qu'ils ont commencé à essayer de trouver des façons d'utiliser cette caméra-là pour aller chercher de l'information qui pourrait les aider dans leur travail. Ouais, fait que souvent, ça a commencé par ça. Par la suite, bon, on a vu quand même la démocratisation de tout ça. Des logiciels d'assemblage de photos comme Pix4D sont arrivés sur le marché, qui ont un petit peu démocratisé l'utilisation de la photogrammétrie, donc la facilité de générer ça. Puis par la suite, bon là, on a vu d'autres technologies émerger un petit peu plus tard. Là. Donc, la caméra thermique a été intégrée sur des drones. Donc là, c'était une technologie militaire. Il y avait aussi des inspecteurs de toiture qui avaient des caméras à la main. Bon, ça existait, là, mais de l'intégrer sur un drone, ça a été fait il y a quelques années de ça seulement, là, je pense, peut-être maximum 7-8 ans là, que ça a été intégré sur les drones. Grand public, on va dire, là, donc drones comme DJI, Autel, Skydio, ces genres de modèles-là. On a vu les premières caméras thermiques arriver. Donc là, ça l'a ouvert encore là une autre utilisation des drones. Donc là, on avait de plus en plus des inspections de toiture, on avait des inspections de façade dans certains cas avec le thermique pour voir des sorties de chaleur. Il y avait aussi beaucoup le secteur de la sécurité publique qui a commencé à se développer avec ça. Donc les gens avaient des caméras qui pouvaient décoller. On avait souvent des zooms qui venaient d'apparaître aussi, des caméras thermiques. Donc là, on pouvait commencer à faire de la recherche et sauvetage. Donc là, les gens commençaient tranquillement à s'équiper de ces modèles-là. On a vu ça beaucoup aux États-Unis. Les États-Unis, souvent, vont démocratiser les utilisations en premier, puis là, ça va s'en venir tranquillement vers le Québec, le Canada. Donc, les États-Unis ont été rapides à commencer à intégrer ces technologies-là, qui se sont améliorées avec le temps également. Puis là, c'est ça. Fait qu'on a là, je parle principalement des capteurs, parce que les capteurs vont un peu désigner quelle utilisation on va pouvoir en faire. Fait que là, on avait la photogrammétrie, puis là, avec la photogrammétrie, on pouvait faire des cartes, on pouvait faire des volumes, on pouvait faire plein de choses comme ça. On avait les caméras zoom qui sont arrivées, qui ont rajouté un petit peu la portion inspection, puis la caméra thermique qui a rajouté l'inspection thermique, tout ça. Et puis, un petit peu plus récemment, il y a eu aussi l'intégration de plein d'autres technologies. Donc là, on avait vraiment un boom
d'intégration de nouvelles technologies, dont notamment les lidars qui ont commencé à apparaître. Donc, c'était des technologies qui étaient encore montées sur des avions. Donc, souvent, ça part de là. Hein. C'est des technologies qui étaient montées sur des avions principalement ou qui étaient utilisées dans d'autres sphères dans d'autres industries, dans d'autres besoins à plus grande échelle, puis c'était plus cher. Donc là, miniaturiser ça, mettre ça sur un drone, et puis là, on a une technologie qui vient de couper beaucoup les coûts, à venir avec plusieurs avantages, bien évidemment. C'est sûr. Et donc là, on a le lidar là, qui est arrivé, qui a aussi rajouté beaucoup de versatilité pour les gens qui font de l'arpentage, qui font du génie civil, donc tous les projets urbains. Pensez à des projets que vous voyez au Québec, comme, je sais pas moi, le REM à Montréal. OK. Il y a des drones qui volent au-dessus du REM, là, au-dessus des travaux, pour, documenter l'avancée des travaux. Ça, c'est une des utilisations qu'on voit beaucoup. Par la suite, ils vont faire des relevés lidar ou des relevés de photogrammétrie pour pouvoir calculer, par exemple, là, il y a une structure qui s'en vient, qui va être là. On veut savoir c'est quoi la hauteur du sol exacte. Donc, on va pouvoir faire des calculs précis là, à quelques centimètres. Puis, ça va permettre aux gens, après ça, de dire, OK, bien, on a tant de tonnes, tant de métriques, de tonnes de volume de sol qui doit être enlevé et qui doit être remis par la suite. Puis après ça, on est capable de suivre l'avancée des travaux précisément, en superposant des cartes. Donc, à chaque semaine, on vient prendre une carte, puis là, on voit l'avancée des travaux. Donc, ça permet là, justement beaucoup d'amener des nouvelles méthodes, puis c'est beaucoup avec la digitalisation de tout ça là, qui amène ça. Mais, donc, tu sais, le lidar, encore là, a amené des nouvelles types de données qu'on a été capable d'aller chercher, qui a ouvert aussi la porte maintenant à d'autres secteurs d'activité. Fait que ça, c'est les principaux capteurs qu'on voit, là, principalement dans le marché. Donc, je vais revenir, RGB, qui est la caméra standard, photo-vidéo, les zooms, les thermiques, le lidar. Puis, il y en a quelques autres aussi qui sont en train d'émerger en ce moment. On va se concentrer sur ceux-là. Fait que maintenant, si on regarde les différents secteurs d'activité principaux, fait que mettons, le secteur de la foresterie, utilise beaucoup des drones. Donc, dans leur côté, ça va être beaucoup pour être capable d'aller faire encore là des cartes. Hein? On revient un peu aux mêmes besoins. Donc, ils vont aller faire une carte d'un endroit qu'ils veulent récolter ou qui a été récolté puis qu'ils veulent replanter. Tu sais, ça dépend vraiment de quelle entreprise fait quoi puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais principalement, ils vont commencer à utiliser les drones beaucoup pour faire ça. Fait que la planification de coupe ou... Oui, c'est ce genre de besoins-là. On va pouvoir y aller plus en détail, là, j'imagine, dans un autre paquet. Mais plus précisément, plus globalement, si je peux dire, c'est ça. Donc, les cartes, on va voir aussi beaucoup de l'utilisation de lidar, parce que le lidar a l'avantage de pouvoir pénétrer de la végétation. Donc, en fait, ça nous permet d'aller chercher de l'information au sol, en dessous de la végétation. Donc, des fois, avant d'aller préparer un terrain de coupe, on pourrait faire un relevé lidar, voir la topographie du terrain, puis être capable de prendre des décisions sur par où qu'on va commencer. C'est des idées globales d'utilisation, c'est pas nécessairement des choses exactes que les compagnies font, mais c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on serait capable de faire. Par la suite, en foresterie, il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire. Là, on peut calculer le volume de piles de bois. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. Même, il y en a là, qui font des études pour reconnaître les différentes essences d'arbres en utilisant des images qui ont été prises par drone. Puis ils peuvent justement là, gérer la biologie. Puis bon, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de centres de recherche, des universités qui vont utiliser des drones, des images de drones pour leurs projets de recherche, pour développer des nouvelles technologies. Okay, il y a ça même serait avec genre multispectral, hyperspectral, ce exact, genre de multispectral, exact. Effectivement, c'est un autre capteur qu'on voit aussi beaucoup sur le marché, donc le multispectral. Puis c'est ça, donc en fait, les nouveaux capteurs qui sont intégrés sur les drones amènent des nouvelles possibilités puis des nouvelles méthodologies. Par la suite, on a, par exemple, le secteur de la construction. Bien, la construction, principalement, ce que les gens vont utiliser pour le faire, c'est les volumes. Les volumes, les suivis de chantier. On va voir aussi les relevés de lidar, l'arpentage, l'inspection après construction. Donc, tu sais, donc en fait, par exemple, il y a un projet de construction, comme je vous expliquais tantôt. On veut premièrement enlever des arbres, puis après ça, on veut être capable de niveler le terrain. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec un relevé lidar qui va pénétrer la végétation. Donc là, on va avoir un relevé du sol. Par la suite, là, on va procéder avec... On a notre fond de terrain, si on peut dire. Donc là, on va pouvoir procéder avec nos travaux. On va enlever les arbres, nanana.
Puis là, on a encore notre fond de terrain. On va leur faire un relevé, mais on va s'assurer que bon, la donnée qu'on avait était bonne. On peut le faire par photogrammétrie maintenant, puisqu'on n'a plus de végétation. Donc, la photogrammétrie, ça marche par photo. Hein. Donc, si c'est sûr que si la première affaire qu'on voit sur la photo, c'est les arbres, on n'aura pas ce qui se passe en dessous. C'est ça. Fait que, par la suite, ben là, on commence à creuser. On va pouvoir faire des points de contrôle au sol, comme un peu un arpenteur ferait avec sa perche, là, qu'on voit souvent sur le bord des routes. Puis, en fait, avec les photos, on va être capable de référencer ces points-là. Puis, ça va nous permettre d'être précis à quelques centimètres près. Ce qui est quand même souvent beaucoup mieux, puis beaucoup moins long que d'avoir un arpenteur qui va des fois être plus précis, mais qui va prendre beaucoup plus de temps. Donc, on va pouvoir faire un relevé dans le fond du terrain, puis pendant qu'on fait les travaux, donc on escave, on va pouvoir savoir c'est quoi le volume qu'on a enlevé pour voir si notre contracteur de camion ou je sais pas trop quoi, nous charge la bonne chose. Ouais. Fait ou même pour être capable de planifier le budget du projet, de dire ça va nous coûter tant pour enlever telle quantité de faire du déblai remblai. Là, donc c'est ça. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension en temps réel du projet. Donc en construction, c'est beaucoup ça qui va être utilisé. Puis on va avoir aussi des photos, des vidéos de suivi de chantier, donc pour être capable de faire du marketing, ces genres de choses-là, ou même juste d'envoyer ça au client, de dire hey, regarde, ton projet il avance bien, voici où ce qu'on en est. Les cartes aussi vont pouvoir être utilisées pour ça. Et puis, après ça, souvent, là, en fin de construction, même avoir des compagnies connexes, là, si on peut dire, qui vont venir faire des inspections pour s'assurer que la construction elle a bien été faite. Donc, les caméras thermiques peuvent être utilisées sur des nouvelles constructions, par exemple de blocs ou de maisons, pour voir si, la pose du toit, là-dessus était bien faite. Y a-tu de l'émanation de chaleur qu'on voit? Donc, ce qui pourrait dire qu'il y aurait peut-être des gaps dans la toiture ou des défauts de construction. Fait qu'on voit là, dans ce secteur-là toutes ces utilités-là qu'on peut faire. Par la suite, là, on a une panoplie de secteurs. Là. L'énergie, faut savoir que beaucoup des lignes de transport, les lignes de distribution sur le territoire vont être inspectées. Au Québec, on est bon avec Hydro-Québec et les autres compagnies privées là, qui gèrent le réseau électrique. Ils ont une bonne habitude de faire de la maintenance préventive. Okay. C'est pour ça qu'on a un gros territoire, on a des conditions météorologiques difficiles. Donc, ils font beaucoup d'inspections préventives. Les inspections préventives, au préalable, étaient faites par quelqu'un qui monte dans une nacelle et qui s'en va voir. Ouais. Sauf qu'on s'entend que la personne, il faut qu'elle arrête le camion, il faut qu'elle monte la nacelle, il faut qu'elle se sécurise, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui la regarde. Là, il faut qu'il monte en haut, il faut qu'il regarde, puis c'est sûr qu'il est proche des fils, puis de la haute tension, puis c'est dangereux. Oui, puis une belle perte de temps en même temps. Là. C'est ça. Donc là, on a les drones qui sont arrivés sur le marché avec des zooms. Mais là, on est capable de rester à une distance sécuritaire de l'équipement, puis d'aller voir visuellement. C'est sûr qu'il y a des inspections qui doivent être faites physiquement. Là. Par exemple, cogner sur le poteau, voir s'il n'est pas... Il n'y a pas, par exemple, hollow. Ouais. Donc, vide. c'est vide à l'intérieur. Ouais. Mais la majorité des inspections visuelles peuvent nous permettre de dire OK, il faut qu'on mette de l'attention là. Donc, c'est sûr qu'il y a un gain de temps énorme dans ce secteur-là. Puis là, ça, c'est sans parler des inspections thermiques de tous les panneaux solaires. Ouais. Ça reste que c'est une technologie qui capte la chaleur. Donc, tu es capable d'utiliser une caméra thermique pour voir s'il y a des problématiques avec les panneaux solaires. Les éoliennes, on est capable d'aller inspecter les éoliennes, même quand elles sont en mouvement. Donc, on est capable de voir s'il y a un défaut. On est capable de faire d'inspections préventives. Fait que même pas besoin d'arrêter les opérations en ce cas-là. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non, tout dépendant de la technologie qu'on va utiliser. Mais de plus en plus, là, dans les nouvelles technologies qui sont en train de sortir maintenant, on a de plus en plus des technologies qui sont assez performantes pour dire qu'on n'a pas besoin d'arrêter l'équipement. Donc ça, c'est un autre gain. Ouais. Donc c'est ça, c'est beaucoup d'utiliser en fait des techniques qui étaient déjà utilisées, puis de les adapter à l'utilisation des drones pour aller chercher plus de gains. Si on regarde dans le secteur des mines, les drones sont beaucoup utilisés depuis très longtemps parce que eux, il y a beaucoup de quantité d'équipement, pas d'équipement, de roches ou de matériaux qui est extraite. Puis c'est important pour eux autres de savoir, quantité qu'on a extrait, comment qu'on a, c'est quoi les avancées des travaux. Donc eux autres vont souvent faire des cartes là, à toutes les semaines, à toutes les fins de mois, pour s'assurer justement qu'ils sont on pace ou qu'ils respectent les normes. Il y a plusieurs choses, là, tu sais. Ouais. Il faut aussi qu'ils planifient, où est-ce qu'ils vont aller mettre
la matière qu'ils ont extrait du sol. Donc, les mines sont des utilisateurs depuis très longtemps des drones. Ouais, ben ça fait du sens, mettons, pour les open pits. Mais Ouais. ce qui est, mettons, à l'intérieur, on s'entend, signal GPS, ça doit être problématique. Ben, c'est ça, les drones, en fait, c'est ça, ils se dirigent en utilisant les signaux GPS, comme tu disais. Puis même quand on veut faire des relevés, puis on va être précis, ben, il faut souvent là, des solutions RTK ou choses comme ça. En souterrain, il y a même des technologies qui sont émergentes, là, où est-ce qu'on va avoir en fait l'utilisation de lidars qui vont permettre de cartographier un tunnel. Puis le drone va pouvoir se promener à l'intérieur du tunnel en même temps de le cartographier avec l'intelligence artificielle puis des lidars. Donc Ok. on est rendu avec des technologies comme ça en souterrain. On a même des drones là, qui ont des cages protectrices pour être capable de rentrer dans des petites crevasses et puis aller voir si c'est sécuritaire pour envoyer une équipe, ce genre de choses-là. Ben, Fait c'est que- quand même, hein? Ouais. Il y en a de la technologie, puis il y a beaucoup d'utilisation. Puis même en environnement aussi, on voit beaucoup d'études environnementales ou de suivis environnementaux qui sont faits avec ça. C'est souvent les mêmes capteurs. Là, un des secteurs qu'on voit le plus d'avancées récemment, c'est le secteur agricole. OK. Parce que, ben là, on avait les caméras multispectrales, hyperspectrales que tu as mentionné tantôt, que j'avais oublié de parler au début. Donc, ces capteurs-là amènent en fait l'information sur le stress hydrique des plantes ou de ce qu'on est en train de faire pousser. Donc, ça va nous permettre justement au lieu de passer avec le tracteur dans le milieu du champ, puis de mettre de l'engrais ou quoi que ce soit à grandeur du champ, on va être capable d'avoir une carte qui va nous dire les endroits où est-ce qu'on doit mettre plus d'attention pour justement, sauver sur l'utilisation des engrais ou des pesticides, donc d'être plus précis. Donc, ils appellent ça souvent l'agriculture de précision. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va de plus en plus démocratiser. Donc, l'utilisation des caméras multispectrales, l'interprétation des cartes pour être capable de utiliser des technologies plus précises. Puis là, ce qu'on a vu sortir récemment, c'est DJI avec son Agras, là, qui est un équipement d'épandage. Donc là, on est rendu avec des drones qui ont la possibilité d'aller épandre des pesticides ou de l'engrais, dépendant des réglementations de Santé Canada pour ces produits-là. Mais grosso modo, on a la possibilité, avec une technologie qui est prête pour le faire, donc d'aller faire, en fait, justement, d'être plus précis dans l'utilisation de ces produits-là pour pas aller contaminer le reste du champ ou l'utiliser inutilement. Donc, ça sauve des coûts. Ouais, Ça c'est l'amène- ça, la quantité, ça doit pas être pareil quand on le fait par avion ou... Exactement, parce qu'on va avoir beaucoup plus de area of effect, ouais, donc on va de perte. de pertes. C'est ça. Fait que ça, c'est les principaux secteurs qui me viennent à l'esprit en parlant du drone, mais Je sais, il y pour en a un fait, beaucoup. Carrière et Sablière, ça ressemble beaucoup à Mine, volumétrie. c'est ça, ouais. Carrière sablière, c'est sûr que c'est des utilisations depuis longtemps, mais c'est beaucoup comme des mines un peu, là. C'est un endroit où on va aller extraire la ressource, là, donc on le voit. C'est sûr que l'utilisation est la même. On va faire de la volumétrie de la quantité de ressources qu'on a extraites de la carrière pour aller chercher des redevances, là, justement, sur la quantité qu'on a extraite de la carrière, là. Donc, Ok. les municipalités vont beaucoup utiliser les relevés de drones. Ça fait plusieurs années qu'ils l'utilisent. Puis c'est sûr que c'est vrai que c'est un des secteurs, étant donné qu'il y avait beaucoup de redevances, puis que les municipalités étaient motivées à vouloir aller chercher cette confirmation-là, parce que c'était difficile pour eux de calculer exactement la quantité qui avait été extraite. Donc, avec l'avenue des relevés par drone de volumétrie, ben là, on était très précis. Donc, c'est sûr qu'il y avait un gros avantage de leur côté là, d'intégrer cette technologie-là. Puis depuis ce temps-là, là, beaucoup des carrières sablières vont faire des relevés à chaque mois là, pour s'assurer d'aller chercher leur bonne redevance et d'être certain de leur inventaire aussi, là. Non, effectivement, c'est quand même pas pire. Puis je sais que tu as parlé tantôt là, de sécurité publique, Ouais. mais je pense que tu as juste touché une sphère. Je pense C'est vrai. que c'est un petit peu plus... C'est vrai que c'est très large, la sécurité publique, effectivement. C'est pour ça que je vous dis, on peut être là longtemps, là, mais grosso modo, puis c'est bien parfait, là, on a en masse de temps, mais c'est ça, la sécurité publique, effectivement, c'est un des secteurs là, un peu... Bon, c'est sûr que souvent, les nouvelles technologies, ça vient avec... soit ça a été développé par soit des compagnies d'armée ou choses comme ça. Fait que, tu sais, les technologies étaient déjà un peu plus avancées. Puis la sécurité publique, c'est sûr que
c'est un gros focus de la part de DJI avec les caméras thermiques, avec les caméras zoom. Donc, en fait, on va avoir recherche et sauvetage. On va avoir des technologies aussi pour... tu arrives sur le terrain d'un feu, tu vas être capable de... Par exemple, t'es les pompiers. Tu vas être capable d'aller voir les points chauds du feu pour pouvoir mettre ton énergie à bonne place. Donc, c'est sûr que c'est encore les technologies thermiques, mais donc recherche au sauvetage en forêt ou même sur l'eau. Tu sais, des caméras de drones thermiques ou même zoom vont être utiles pour ça. On va avoir les caméras thermiques pour les pompiers. La police aussi va utiliser des drones pour encore là, soit le recherche et sauvetage ou soit juste on arrive sur une scène de crime. On veut cartographier la scène telle qu'elle était. Il y a eu un accident, par exemple. Des fois, bon, les enquêteurs, il faut qu'ils arrivent sur place. On a une image de comment c'était au moment où, avant que tout bouge. Là, on est capable de, bon, dans le futur, être capable de s'y référer. Bien évidemment, comme tu disais, gestion de foule. S'il y a des manifestations, des fois, on va avoir des drones volés. C'est juste pour s'assurer de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis c'est sûr que d'avoir un point de vue des airs, ben, ça permet d'être capable de mieux planifier où est-ce que tu vas mettre tes efforts. Tu vas être capable de travailler comme ça. C'est ça, il y a beaucoup d'utilités aussi qu'on connaît moins. Il y a des speakers qu'on est capable de mettre sur ces drones-là. Donc, on va être capable de parler avec des gens qui sont, par exemple, je sais pas moi, pris dans une montagne, attendent les secours. Tu vas leur trouver. Tu vas leur dire, regarde, ça reste là, ça s'en vient, les secours sont pas loin. Puis en même temps, tu es capable d'avoir une coordonnée GPS de où est-ce que le drone est. Donc, quand tu as trouvé la personne, les secours sont capables d'arriver plus rapidement parce qu'ils n'ont pas à le chercher trop. Tu as même des technologies émergentes. C'est principalement ça, mais tu as des technologies émergentes qui vont faire que, en fait, tu vas avoir un genre de centre de commandement. Puis tu vas être capable de cartographier un endroit. Fait que, par exemple, il y a un feu, tu es capable de cartographier le feu. Puis là, les gars qui sont au bureau chef, sont capables de voir, OK, bon, ben on va avoir besoin de plus de pompiers parce que là, le feu, il s'est en train de prendre là. Puis tu es capable de faire des cartes en temps réel. Donc, beaucoup de tout ça principalement là, qui va être utilisé dans ce secteur-là, mais c'est effectivement là, un secteur important. Là. Oui, puis je sais que tu en as un petit peu effleuré tantôt quand tu as parlé de thermique pour l'inspection de façade, mais côté assurance, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi avec les drones. Définitivement, c'est un peu à revenir au fait que, bon, effectivement, si les compagnies d'assurance veulent s'assurer qu'un équipement était de telle façon, ça peut être ça, ou même juste, par exemple, tu t'as acheté une toiture il y a quelques années. Tu l'as fait poser, tu as une assurance sur cette toiture-là, tu peux justement aller faire une inspection. Tu peux payer un inspecteur en toiture qui va aller te dire si ta toiture est encore correcte selon ta garantie. Peut-être c'est la pose que tu es mal faite. Donc, si tu le fais plus tôt après l'installation, tu es capable de valider que c'est la pause. Que la pause a bien été faite. Puis si tu le fais juste avant la fin de la garantie, des fois, tu es capable de peut-être aller chercher en fait, dépendant du relevé, ça peut te permettre d'aller justifier de peut-être aller faire un claim à la garantie de l'équipement. Oui, ça sauve des coûts. Là, ça peut sauver des coûts. Oui, exact. Écoute, je pense qu'on a fait quand même le tour de beaucoup des industries que Drone Expert s'occupe. En gros, c'est un petit peu toute la même chose, mais au final, les avantages globaux, on ne va pas y aller par secteur. Mais... C'est ça, puis tu sais, faut pas oublier que à tous les semaines, quasiment, j'ai un client qui m'arrive avec un nouveau besoin ou une nouvelle idée. Puis tu sais, c'est juste, en fait, il faut le voir, le drone, principalement comme un véhicule. Parce que, bon, initialement, les drones venaient avec des caméras préintégrées, tout ça. Maintenant, il y a des drones encore comme ça, là, comme le Mavic qu'on a ici, qui a déjà avec sa caméra montée dessus. Oui. Mais de plus en plus, on va avoir des drones qui sont comme des véhicules. Donc, on va avoir l'équipement, puis on va être capable, après ça, d'intégrer des technologies novatrices. La bathymétrie, en fait, c'est une technologie qui permet d'aller chercher de l'information dans le fond de l'eau. Okay, c'est un genre de forme sonore. Mais maintenant, ils sont de plus en plus capables de utiliser ces technologies-là par drone aérien ou même par drone bathymétrique, donc des genres de bateaux qui vont aller à la surface de l'eau. Donc c'est ça, tu sais, il faut voir un peu que n'importe quelle idée que vous avez, que vous dites, mais dans le fond, si j'avais une caméra qui volait,
je pourrais peut-être faire ce que je veux. Tu sais, ça peut peut-être devenir une nouvelle utilisation qui se démocratise dans le marché. Tu sais, souvent, c'est des gens qui sont un peu plus... tu sais, qui ont un peu l'idée, des grandes idées qui vont comme faire, je pourrais utiliser ça pour ça, puis là, tranquillement, ça se démocratise, puis ça devient une utilisation. Mais c'est sûr que les drones, faut pas le voir comme... puis surtout, des fois, ça a un peu une mauvaise presse au niveau du public parce que les gens se disent ah, mais il y a un drone qui vole à côté de chez nous, ils sont en train de m'espionner ou telle chose. Tu sais, c'est des choses qu'on entend encore un peu quand on fait du drone professionnellement, même pour des projets, pour des compagnies d'État ou n'importe quoi. Là, tu sais. Donc, des fois, on a un relevé à faire sur un terrain, des maisons à proximité. On n'est pas en train de voler au-dessus des gens, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit. On n'est plus tant là, je vous dirais. Là, la majorité des drones maintenant qui volent pour ces projets-là vont être équipés des technologies qui sont vraiment faites pour aller chercher des relevés. Les caméras vidéo, photos, là, tout ça. Il y en a encore beaucoup des enthousiastes de drones qui vont prendre des photos, mais principalement, ils vont prendre des photos de paysages, là, ou des photos de, par exemple, pour les courtiers immobiliers ou ce genre de choses-là, ou des projets de vidéo pour des cinémas ou quoi que ce soit. Mais les autres drones qu'on va voir voler au-dessus des champs, ce genre de choses-là, il ne faut pas avoir peur de ces technologies-là. Là, ils sont juste là pour aider le monde, améliorer la productivité, puis c'est ça. Là. OK. Puis dans le fond, depuis tantôt, tu répètes, ça sauve du temps, ça sauve de l'argent. Quels autres que ça peut apporter des drones? Quels autres avantages? Oui. Ben, c'est sûr que c'est principalement ça. C'est parce qu'en fait, il y a quelques avantages, bien évidemment. Ça reste que souvent, c'est sécurité qui va être un des principaux parce que, en fait, si tu avais à monter dans une échelle pour aller voir quelque chose avant, tu n'as peut-être plus besoin de monter dans cette échelle-là. Ouais. Fait que d'un point de vue sécurité, on a un gros avantage là. Par la suite, évidemment, au niveau de temps, parce que couvrir un terrain, par exemple, en arpentage, on en parlait tantôt, la méthode traditionnelle, c'est que les gars d'arpentage, ils partent avec leur canne, puis leurs équipements GPS, puis ils s'en vont faire des points dans le bois, dans la broussaille, des fois dans les troncs d'arbres couchés à terre, puis ça fait partie de leur travail, mais c'est long, c'est ardu comme travail. Maintenant, ils sont capables de couvrir beaucoup plus de terrain en moins de temps. Ouais. Donc, c'est sûr que là, après ça, on voit un gain d'argent, bien évidemment, parce que c'est moins cher pour faire un projet. Ça prend moins de temps, donc, encore là, on a ça. Puis, dans certains cas, on va avoir un gain de quantité d'informations. OK. Parce que, par exemple, je prends l'exemple de l'arpentage, mais ça peut s'appliquer à plusieurs autres choses. Par exemple, tu veux relever un terrain. Le gars qui va arriver à Cannes, il ne va pas faire un point au 10 cm. Il va en faire un par mètre, dépendant des besoins des clients, tout ça. Ça va y prendre du temps de le faire. Tandis qu'un drone, quand tu as fini ton relevé de lidar, tu as, mettons, 9 millions de points. Sur une surface de, je sais pas, moi, on va dire 1 km par 1 km. C'est sûr que tu en as beaucoup plus des points, tu as beaucoup plus d'informations, tu es plus détaillé. Fait que c'est sûr que ça l'amène aussi cet avantage-là. Puis dans certains cas, ça l'amène avec plus de précision. Ça dépend. Ça reste que c'est une technologie qui vole, donc les GPS, tout ça, ça reste que ça a quand même une précision super intéressante, beaucoup meilleure qu'un avion. Ouais. Mais il y a quand même des technologies qui sont encore plus précises que les spécialistes les professionnels utilisent, là, comme les scanners terrestres, ce genre de choses-là. Mais pour couvrir une grande superficie puis être aussi précis que ça, il n'y a pas autant de technologies qui sont capables d'offrir cette possibilité-là. Fait que ça l'amène cet avantage-là aussi. Donc, on y revient. Sécurité, gain de temps, gain d'argent, gain de précision dans certains cas. Donc, ça, c'est les principaux avantages qu'on va voir. Mais c'est ça. C'est principalement ça. La rapidité c'est quand même une bonne liste. Là, on s'entend que c'est un peu gagnant dans toutes les sphères. Là, vraiment. Là. C'est rare que j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, je me suis acheté un drone pour faire mon projet, puis je suis pas autant efficace qu'avant. » Good. Je sais dans ce cas-là que, tu sais, on parlait de capteurs tantôt, on est rentré quand même dans un peu de détails du lidar, mais mettons le fonctionnement du GPS, sais-tu
veux-tu rentrer un petit peu dans le détail de comment ça fonctionne, puis le post-traitement aussi, Ok. je pense que c'est important. Ouais. Ben c'est ça, j'en ai parlé tantôt rapidement parce que bon, c'est un peu ça. Quand tu as besoin de parler d'un secteur, il faut souvent que tu mettes en contexte des choses. Puis c'est bon qu'on prenne le temps d'en parler maintenant. Fait que tu sais, c'est sûr que, ben, bien évidemment, le drone, pour se positionner, a besoin d'une référence, qui est encore là le système GPS. Donc, ce système GPS est basé sur des satellites. Donc, il y a une constellation de satellites qui nous tourne au-dessus de la tête à temps plein, là. Donc, le drone, en fait, lorsqu'il va décoller, va préparer ses satellites pour se positionner. Ce qui va lui donner une position, en fait, approximativement entre le centimètre et le mètre. Principalement, là, juste avec le GPS de base, on est plus dans le coin du mètre. Après ça, ben là, on a des systèmes, dans le fond. Le drone, il y a différents systèmes à l'interne qui vont le permettre de voler. On a l'IMU, tout ça, qui va lui donner un peu son centre de balancement, tout ça. Puis là, ben, on a des capteurs qu'on va intégrer. Donc, des drones comme celui-ci, ben, moi, quand je catégorise un capteur, ben, j'appelle la caméra ici un capteur. Donc, sur celui-ci, on a une caméra zoom, puis on a une caméra grand angle. Bien évidemment, on a d'autres capteurs comme les capteurs LIDAR. Puis là, ben, les LIDAR vont fonctionner un peu de la même façon, en fait. On va avoir une antenne GPS qui va être connectée, en fait, avec l'équipement, puis qui va prendre la position en temps réel pendant qu'on est en train de faire le relevé. C'est la même chose quand on prend des photos. Quand on prend des photos, il y a une coordonnée GPS qui est associée avec chacune des photos pendant que le drone vole. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de les assembler. Il y a aussi, la précision. Il y a des équipements RTK. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Là, Ouais. je me souviens d'avoir droppé le thème sans trop aller en détail. Là. Je me doutais qu'on allait en parler un petit peu plus tard. Donc, le RTK, en fait, c'est l'abréviation de Real-Time Kinematics, qui est en fait une version anglaise de l'ajustement de la position en temps réel. On va l'appeler comme ça. Donc, en fait, ce qu'on va avoir souvent, c'est un équipement d'arpentage qui est connecté avec une base. Souvent, c'est une base géodésique ou un système de satellites précis qui vont faire une correction en temps réel basée sur un équipement qui est statique. Fait que l'équipement statique RTK, dans le cas de DJI, ils ont la DRTK2. Dans le cas de d'autres compagnies comme Trimble Leica, vont avoir des équipements là, qui sont des mobile stations. Puis, en fait, ils vont être capables d'enregistrer de l'information en temps réel de la constellation des satellites puis de la position de cet équipement-là. Puis là, on va être capable d'aller voir une meilleure précision. Fait que là, on passe que le drone il est apprécié à peu près à 1 mètre pendant qu'il vole. Fait que tu sais, quand on prend en photo, c'est pas que le drone est exactement là. Il est peut-être dans cet endroit-là à une proximité de 1 mètre ou 2 ou 3. Tu sais. Ouais. Là, on arrive à une précision centimétrique. Donc, on est dans le coin de 3 à 5 cm. Donc là, c'est sûr que en termes de précision de ton relevé, beaucoup mieux. Ouais, pas la même game, là. C'est ça. Puis là, après ça, on a beaucoup d'utilisation en photogrammétrie de points de contrôle au sol. Donc, on va utiliser en fait un équipement d'arpentage. On va aller relever une coordonnée X, Y, Z. Puis on va dessiner un gros X où on va mettre un repère. Puis au traitement, là, je vais m'en aller au traitement, on va être capable justement de dire, OK, bien tel point à tel endroit sur la carte qu'on vient de faire est à telle coordonnée précisément. Tel autre point est à telle coordonnée précisément. Donc, on va pouvoir asseoir la carte qu'on a faite précisément sur la carte globale. Donc là, ça permet justement de faire plusieurs projets. Fait qu'on a les GPS qui permettent au drone de se positionner. On a justement les équipements RTK qui vont aider au drone d'être encore plus précis. Puis là, on a les points de contrôle au sol qu'on utilise encore des équipements d'arpentage pour se rattacher à des coordonnées réelles dans un système de coordonnées. Fait que là, le traitement de la majorité des données qu'on a parlé aujourd'hui, fait que quand on parle photogrammétrie, je vais commencer par ça. Comment ça marche? C'est que la photogrammétrie, c'est qu'on prend en fait plusieurs images, puis on leur donne un chevauchement. Fait qu'en fait, ce que c'est un chevauchement, c'est que pour faire une carte, en fait, vous voyez là comme un genre de puzzle, mais si la moitié de la prochaine pièce de puzzle était dans l'autre. T'sais, fait qu'en fait, c'est pour ça qu'on est capable de faire de la corrélation pour monter le puzzle. Ouais. C'est juste que là, lui, le logiciel, il va prendre des pixels dans l'image, puis il va essayer de les corréler dans l'autre image, dans ton fichier que tu as pris plus tard.
Parce que là, ton vol, par exemple, il se fait en ligne droite, fait comme ça ici. Là, ce qui arrive, c'est que il faut que tu aies des pixels dans la deuxième ligne qui correspondent avec la première ligne pour que le logiciel dise « OK, ça, c'est la deuxième ligne. » Ouais. La photo, elle va là. Fait que là, en faisant la corrélation de tous ces pixels-là, le logiciel va venir assembler l'image. Puis comme je disais tantôt, avec les coordonnées, les points de contrôle au sol, là, RTK, on va pouvoir l'asseoir sur en fait, le système de coordonnées qu'on a. Fait que là, on a des relevés super précis. Fait que ça, c'est principalement comment la photogrammétrie marche, rapidement, là, les orthomosaïques. Puis là, après ça, on peut extraire des nuages de points de ça. De la photogrammétrie, on peut extraire un nuage de points ou une orthomosaïque. L'orthomosaïque, c'est juste une carte. Ouais. Puis le nuage de points, c'est un peu un 3D qu'on va avoir fait. OK. Fait que là, ça devient intéressant. Puis je vais revenir aussi au 3D avec le LiDAR, mais on a le LiDAR, le 3D LAS là, de photogrammétrie. Donc, avec ça, ça nous permet justement d'avoir une modélisation 3D. C'est super beau, c'est cool. On peut faire plein de choses avec ça. Puis après ça, là, on a d'autres technologies comme le LiDAR. Fait que le LiDAR, comme je vous avais dit tantôt, comment ça fonctionne, même principe, on a un GPS sur le drone, on a un GPS dans le LiDAR principalement. Donc, dans le cas du DJI, le GPS utilise, vu que c'est comme le même manufacturier de drones puis d'équipements, mais tout se parle. Ouais. Mais la majorité des lidars, c'est pas comme ça que c'est fait. T'sais, souvent, tu vas avoir un autre équipement de GPS, un autre GPS pour le lidar qui va venir corriger la position du lidar en temps réel pendant la captation. Mais si on se concentre sur DJI, là, on fait notre relevé lidar. Donc, comme je vous disais tantôt, le lidar, comment ça fonctionne, c'est des millions de points laser qui sont sortis du capteur. Donc, le drone va voler, corriger en temps réel, et puis il envoie en fait des faisceaux laser qu'on ne voit pas à l'œil nu, bien évidemment. Puis, ces faisceaux-là vont avoir des retours. Donc, les retours, ce que c'est en fait le nombre de fois où est-ce que le laser va pouvoir toucher quelque chose, puis se splitter en différents, en deux, mettons, ou en trois, puis continuer vers le sol. Fait que c'est pour ça qu'on est capable de percer la végétation. Donc, en fait, on va aller faire des... Puis chacun de ces points-là, en fait, sont comme un... quand je parlais tantôt de nuages de points, là, chacun des lasers, quand ils touchent quelque chose, ça devient comme un point en 3D. OK. Fait que là, quand on a des millions et des millions, ce qui arrive, c'est que tu vas ouvrir le projet, un 3D, là, puis tu vas voir en fait que chacun de ces points-là forme des objets. T'sais. Ça va être des arbres, ou ça va être le terrain, ça va être des voitures. Donc là, tu es capable de voir vraiment en 3D des choses, puis même à travers de la végétation. Fait que là, avec ça, tu es capable de faire plein de choses. Fait que ça, c'est un autre capteur, puis comment il marche. Puis c'est ça, là, après ça, dans le traitement, tu as aussi le traitement de la multispectrale, où est-ce que là, on fait un peu le même concept qu'on a fait avec la photogrammétrie, mais on a en fait des indicateurs spécifiques parce que chacun, en fait, le multispectral, comment c'est 4 lentilles principalement, mais il y en a plusieurs lentilles. Ouais. C'est plusieurs lentilles, en fait. Souvent, tu vas avoir une lentille rouge, fait que c'est dans la bande infrarouge. Après ça, tu vas avoir une lentille bleue, une lentille verte. Puis il faut savoir que, dans le fond, la caméra qu'on voit, là, comme celle qui est utilisée pour filmer le podcast en ce moment, c'est une assemblée de ces 3 couleurs-là. Là, c'est comme ça que ça marche. Fait que si on revient un peu au multispectral, ils vont isoler chacune de ces lentilles-là. Puis là, au post-traitement, tu es capable de changer des différents niveaux, des différentes caméras pour te donner différentes informations. Donc là, tu es capable d'avoir... c'est un peu comme ça. Fait que tu fais une orthomosaïque avec les images multispectrales, comme tu aurais fait avec la caméra RGB. Mais là, tu es capable d'aller changer les différents niveaux de chacune des caméras pour voir l'information que tu veux chercher. C'est ça, fait que tu es capable d'isoler ton rouge, ton bleu, puis ça peut donner des informations différentes là, dans tout ça. Super. Écoute, on va continuer, puis parce qu'un jour, il faut que ça termine, ce podcast-là. Mais, ouais, je parle trop, hein? Là, ça fait partie du plaisir, comme qu'on dit. Mais ce qui dit drone vient toujours avec, en fait, là, les règlements, puis tout ça. Si tu voulais en aborder le sujet, je suis sûre que... Oui, effectivement, on a parlé au début du podcast, mais grosso modo, les drones, je vous avais parlé qu'il y avait 2 catégories principales. Donc, on a la catégorie sans permis, si on peut dire. Bien évidemment, il y a des règlements à suivre avec ça, là, donc il faut utiliser du GBS,
le Oui, gros bon c'est sens. ça, mais c'est régi par Transport Canada. Bien évidemment. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut toujours se référer là, au pamphlet de Transport Canada sur leur site que vous pouvez trouver facilement, qui vont vous dire en fait là, les grandes lignes de comment utiliser un drone en bas de 250 grammes. Maintenant, si on revient aux différentes licences qui existent, donc on a la certification de base. Donc, la certification de base, ça vous permet d'opérer un drone de plus de 250 grammes. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, si on veut aller piloter un Mavic, ça nous prend minimalement le permis de base. Maintenant, quand on a cette première étape-là de fait, le poids, on vient de passer outre l'étape du poids. Ouais. Maintenant, il y a l'étape de où est-ce que tu le fais voler. Donc, il y a plusieurs endroits qu'on va pouvoir justement savoir lesquels sont. Sur le site de Transport Canada, encore là. Vous pouvez taper sur Google là, où faire voler son drone. On trouve la carte interactive sur le site de Transport Canada très facilement avec ça. Puis en fait, on va voir différents endroits qui sont des zones contrôlées. Donc, à proximité de beaucoup des villes à Québec, justement, où est-ce qu'on se situe en ce moment, l'aéroport Jean-Lesage, là, on a une zone qui va aller presque jusqu'au Vieux-Port de Québec, puis ça s'en va jusqu'à Val-Bélair. Ouais. Donc, on a cette zone-là, nous, qui est contrôlée. Donc, si on veut piloter un drone de plus de 250 grammes dans cette zone-là, on doit faire une demande à Transport Canada. Et donc, on doit avoir un permis avancé pour faire ces demandes-là. Donc, ça, c'est la deuxième étape, le permis avancé. Grosso modo, le permis avancé, en fait, c'est un permis qui nous permet de voler en fait les mêmes drones, c'est juste dans les zones contrôlées. C'est grosso modo la même affaire. Mais dans ce cas-là, on va avoir un certificat radio qu'on va faire. Donc, on va pouvoir être en contact avec certains des... en fait, plus écouter les aéronefs. Là, on ne peut pas vraiment parler avec eux. Ouais. Puis, on va pouvoir faire des demandes, justement, là, pour faire débloquer des zones sur notre drone. Parce que le drone, il faut savoir que les DJI ont des réglementations un peu là, dans le software. Ouais. Que quand tu arrives pour décoller dans un endroit que tu n'es pas supposé, il ne te laissera pas décoller. OK. C'est pas le cas de tous les drones, mais du côté de DJI, ils ont implémenté ça. Puis ils se sont basés sur la carte de Transport Canada, fait que c'est pas mal accurate. Là. Donc ça, c'est cool de voir ça aussi parce que ça permet justement que le marché s'autorégule, là, que les gens suivent les réglementations. Là. Donc c'est ça. Principalement, c'est ça là, pour les différentes catégories de permis, si on peut dire. Puis j'avais touché ça vite tantôt, mais dans le fond, il y a des drones de plus que 25 kg en ce moment dans la réglementation actuelle. Il faut faire des demandes spécialisées pour les faire voler. Okay. Ça fait que, mettons, les AGRAS qu'on a parlé tantôt rapidement, techniquement, il faudrait faire une demande à chaque fois qu'on veut faire voler ou faire autoriser notre méthodologie d'acquisition via un COAS. OK. Fait que sans aller trop dans les détails, dans le fond, là, il y a des façons de faire des dérogations. Puis aussi, l'autre point que je n'ai pas abordé, c'est que les drones sont limités à une altitude maximale. On ne peut pas aller plus haut de 120 mètres avec les drones. Puis aussi, on ne peut pas survoler les gens avec les drones, principalement. Là. Donc, il existe des parachutes qu'on peut installer sur des drones qui vont permettre de voler au-dessus des gens. Ouais. Mais grosso modo, là, si vous voyez un drone qui vole au-dessus de vous, en tout cas, c'est pas supposé. Pas supposé, à moins qu'il y ait le parachute. C'est ça, le parachute ou quoi que ce soit. Sarah, tu peux te dire que ça va juste être intéressant de parler de ça. Oui. Mais dis que tu étais allée au Château Frontenac et que tu voyais plein de touristes faire voler des drones. Tu veux dire qu'il n'y avait pas le droit, mettons. Là. Parfait. Fait juste comme, genre, faire la brèche là-dessus. Est-ce que ça, les gens, ça va les intéresser? Puis par exemple, là, on sait que quand on se promène dans le vieux, tu sais, autour du Château Frontenac, on voit, il y a toujours des touristes, en fait, qui font décoller des drones. Comment qu'ils font, tu sais, c'est supposé être justement une zone réglementée, ils ont peut-être des drones qui... C'est une zone grise dans ce coin-là, okay. Parce que techniquement, on est au bout de la zone contrôlée, mais aussi, on est au-dessus de plein de gens. Ouais. Fait que c'est ça la problématique, c'est que techniquement, on aurait le droit, mais encore là, si on se réfère à la réglementation de Transport Canada, on n'a pas le droit de voler en moins de 30 mètres latéral d'une personne qui serait en dessous du drone. Donc là, ça commence à être problématique dans le vieux, parce qu'il n'y a pas grand place que tu peux aller où il n'y a personne qui marche en dessous. Ouais, clairement, sa terrasse en plus. C'est ça. Fait que clairement, si vous faites voler des drones à côté du château, avec des gens à proximité,
c'est pas une bonne idée. Ce serait pas techniquement légal. Même si c'est un drone mini, DJI mini, là, qu'on a acheté à moins de 250 grammes, pas de permis. Même si vous êtes un pilote avancé, techniquement, vous êtes censé, si vous êtes pilote avancé, vous êtes censé le savoir. Ouais, c'est ça. mais c'est ça. La seule façon de le faire, ça serait d'avoir un parachute. Puis même là, ben, tu sais, c'est ça. C'est pas la meilleure des choses, non. Là, ça ne trouvera pas le monsieur, madame, tout le monde. C'est rare de voir monsieur, madame, tout le monde avec un parachute sur son drone. Ouais, exact. Par contre, c'est sûr qu'on en a pour différents modèles, mais... Une histoire pour un autre jour, Ouais, comme on c'est dit. Excellent. Écoute, on va y aller à la période de questions. Donc, en fait, on a demandé aux membres élites de Drone Expert de nous poser des questions avant le podcast. Cool. Puis, on va faire la petite liste. On n'a pas trop, heureusement, mais écoute, on a déjà, ouais... on y va avec ça. Donc, Serge demande, en fait, c'est quoi le meilleur drone pour la construction pour débuter? Moi, j'aurais tendance à dire le Mavic 3 Enterprise. Tu sais, dans le fond, ça va nous permettre de faire, avec le planificateur de mission qui est intégré, ça va nous permettre de faire des cartes. Comme je parlais tantôt, donc la photogrammétrie, ce qui va nous permettre de faire des volumes. On va faire du suivi de chantier. Il y a un zoom aussi dessus, donc on peut faire certaines inspections. Ce qui est le fun avec ce drone-là, c'est qu'on peut le commencer en modèle de base, puis après ça, on peut rajouter le RTK avec un petit module RTK dessus. Puis après ça, rajouter l'équipement d'RTK2 qui est la station fixe. Au sol, Au sol. Donc, on est capable de grandir aussi avec l'appareil, de devenir plus en plus précis. Moi, construction, là, si on fait des projets plus petits, mettons, là, définitivement, un Mavic, c'est au moins la base à avoir. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, de base, bonne proposition. Ça dépend, j'imagine, toujours du projet, puis... Du projet du capteur qu'on veut intégrer. Parce qu'il y en a certains qui diraient matrice 350 avec un L2. Encore là, tout dépend des besoins. Ouais, c'est ça. Serge, on va avoir besoin de plus de détails pour la prochaine fois. Ça me fera plaisir de t'aider, Serge. Alright. Prochaine fois, ben écoute, on l'a couvert là, pendant le podcast aujourd'hui. Ben, on a demandé puis-je obtenir une licence. Comment puis-je obtenir une licence pour piloter un drone? Ben en fait, vous allez sur Internet, il y a beaucoup de... Sur le site de Transport Canada, en fait, je vous dirais de passer par là pour commencer. Il y a la liste de toutes les écoles qui sont certifiées pour donner des certificats de pilotage. Je vous recommande de passer un cours parce que oui, c'est faisable de faire l'examen qui est sur le site de Transport Canada comme ça, là, puis de l'essayer jusqu'à temps que vous l'ayez. Mais vous n'avez rien appris avec ça. Fait que, au moins un petit cours, là, ça n'a pas besoin d'être un cours en ligne bien compliqué. Là, des fois, juste la documentation à lire, puis on lit ça, puis on fait l'examen. Ça serait la licence de base, mettons. Puis sinon, pour les licences avancées, c'est un peu plus complexe. Mais je recommande 100% une école dans votre région. Là. Il y en a plusieurs dans pas mal toutes les régions du Québec, il y a une école qui va couvrir le coin. Puis ça va être de formation souvent en personne ou une portion théorique, puis il va y avoir une portion pratique, puis un examen. Un peu comme un examen de voiture, là, où est-ce qu'on doit un peu aller démontrer qu'on connaît la théorie, puis qu'on est capable de l'appliquer aussi. Fait que c'est principalement comme ça qu'on va faire pour obtenir notre licence. Là. OK, super. Fait que c'est ça. Dans le fond, il y a des examens qu'il va falloir juste faire un examen écrit, puis il y en a d'autres que c'est comme le... Pour le de base, c'est juste écrit. Pour l'avancé, c'est avec comme l'examen de conduite. La full affaire. Ouais. Merci Martin pour la question. Prochaine question, en fait, de Manon. Quels sont les défis éthiques liés à l'utilisation des drones? C'est une grosse question philosophique, ça, là. Non, mais tu sais, des défis éthiques. C'est sûr que le principal qu'on voit, bien évidemment, c'est la protection de la vie privée, là, que je pourrais dire. Encore là, tu sais, c'est sûr que on peut pas faire la police de tout le monde qui utilise des drones puis qu'est-ce qu'ils font avec, là. Mais tu sais, principalement, la majorité des gens qui utilisent des drones à des besoins d'entreprise, ils n'ont pas besoin d'aller voir ce que tu fais chez vous quand tu es dans ta piscine sur le bord. Mais c'est sûr que oui, la protection de la vie privée, mais il faut savoir que législativement parlant, même si le drone il survole au-dessus de chez vous, là, il n'est pas chez vous. Là. Le ciel, ça ne t'appartient pas. Ouais. Et là, la problématique, c'est que les gens utilisent cette législation-là pour dire, ben là, j'ai le droit de survoler chez vous. Il faut juste faire attention. Je pense que le mot d'ordre, dans le fond, c'est de se parler. Là. Si vous voyez un pilote de drone, souvent, les gars, s'ils
Si on fait des trucs illicites, ils vont se cacher. Là. Mais si vous voyez un gars avec un dossard, qui est dans le milieu de la rue sur le bord, qui fait un relevé, là, souvent il va mettre des cônes à côté de lui pour ça. Il va faire son setup sécuritairement. Ouais. Mais souvent, ça veut dire le gars il travaille. Vous pouvez aller parler. Pas besoin de dire hey, enlève ton drone au-dessus de chez nous, c'est chez nous. Vous pouvez juste se parler. Puis bien évidemment, ben, c'est principalement, je te dirais, un des principaux défis éthiques, là, je pense. Sinon, c'est sûr que, on pourrait parler de la main-d'œuvre puis tout ça, mais ça reste que c'est des nouvelles technologies qui amènent encore là, qui rendent ça plus sécuritaire. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est quand même un gros gain. Ben super. Ben merci aux personnes qui ont posé des questions. Vous pouvez toujours poser vos questions là, sur Messenger pour le prochain podcast qui s'en vient. Ça va toujours nous faire un plaisir. Je pense qu'en fait que ça conclut la séance d'aujourd'hui. Donc, merci David pour ta présence aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment pertinent comme information. J'espère que tout le monde a aimé ça. En espérant que j'ai pas trop déblatéré. En tout cas, vous me direz ça dans les commentaires. Je me rajusterai pour la prochaine fois. Ah là, il pense qu'il va se faire inviter. Ouais, ou peut-être pas dans le fond. Merci aussi aux auditeurs qui ont pris le temps d'écouter notre tout premier podcast vu d'en haut. Vraiment un plaisir. Restez à l'affût, là, on va lancer des épisodes à chaque mois. Donc d'ici là, bonne journée, puis à bientôt. Merci.